Bonjour à tous, je suis Julien, j'ai plaisir de te retrouver dans ce premier épisode du nouveau podcast Quitte le Boomer Dream. On va dans ce premier épisode vous expliquer un petit peu ce qui nous a motivés à faire ce podcast et pour ce faire je suis accompagné de Marie. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, juste avant, jingle. On se retrouve donc pour ce premier épisode qui sera un peu particulier parce que c'est une introduction, c'est l'idée de vous présenter ce podcast, qu'est-ce qui nous a motivés à le faire. On va le faire sous forme de questions-réponses parce qu'on s'était dit que c'était sans doute la manière la plus naturelle de vous expliquer un petit peu nos idées et le grand thème qui vont animer ce podcast. C'est pour ça que je suis accompagné de Marie qui va faire office de présentatrice en me d'intervieweur exactement, en me posant des questions et moi qui vais tâcher d'y répondre le plus clair possible. Ok. Bon alors vas-y, explique-nous pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce podcast aujourd'hui. On se retrouve dans le podcast parce que ça fait un petit moment que j'avais cette idée en tête. Le podcast, j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans et demi. J'ai commencé à en écouter de plus en plus. J'en ai écouté beaucoup sur différents thèmes. J'ai trouvé le format très intéressant parce que c'est vrai que moi déjà depuis longtemps, je consomme énormément de vidéos YouTube, mais je me rendais compte que forcément quand on travaille, quand on a beaucoup de choses à faire à côté, on a tendance à pas réellement regarder les vidéos et plutôt simplement les écouter en fond. Et je me suis dit mais finalement le podcast c'est quand même ce qui est le mieux parce qu'il n'y a pas d'image, c'est plus dynamique, c'est vraiment orienté uniquement sur l'écoute et c'est quelque chose que j'ai commencé à apprécier de plus en plus. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai eu cette idée de me dire que ça pouvait être intéressant de lancer un podcast. Donc une fois que l'idée a bien mûri, on a décidé de se lancer et je me suis pas tout seul puisque tu m'accompagnes aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est le Boomer Dream, vu que c'est le thème de ton podcast? Oui, alors ça je me suis déjà dit qu'au début, quand forcément on allait voir le titre, tout le monde n'allait pas forcément comprendre quelle était l'idée derrière le titre du podcast. En fait, le Boomer Dream, c'est un thème qu'on a abordé avec des amis quand on avait échangé sur le sujet, parce que forcément, quand on est dans la vie active, surtout pour notre génération, nous on a 26 ans tous les deux, et ça fait déjà pas mal d'années qu'on avait un peu ce problème de sens, ce problème de se dire mais finalement, on a fait nos études, on a fait tout ce qu'il fallait, on a commencé à travailler et finalement on n'arrive jamais au moment où on est satisfait de ce qu'on a, où on a l'impression de vivre pleinement de manière épanouie, plus ou moins la vie que la société avait l'air de nous destiner. Et au fur et à mesure que les mois sont passés, que les années ont passé, qu'on a échangé avec beaucoup de gens, des gens qui étaient d'accord avec nous, des gens qui étaient peut-être moins, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même finalement toute notre société qui était établie par des schémas, par des codes sociaux, et ceux-ci sont principalement établis par ceux qui sont plus vieux que nous aujourd'hui, donc la génération des boomers, qui va dire occupe un peu tous les postes importants, que ce soit dans les entreprises, dans les médias, dans la politique également, et qui finalement a un peu animé cette idée de dire à notre génération, finalement faites comme nous, faites des études, commencez à travailler, vous verrez que vous aurez la même vie que nous. Et la problématique qu'on a, c'est qu'en réalité, on a beau faire exactement les mêmes schémas qu'eux, le monde a évolué, s'est complexifié, et la réalité c'est que notre génération n'arrivera jamais, en faisant les mêmes choses que les générations précédentes, à arriver au même stade en termes d'épanouissement, en termes de richesse financière ou personnelle. Et moi j'ai eu un peu cette idée d'y mettre un nom et d'appeler ça le Boomer Dream, parce que finalement ils nous vantent un peu un rêve qui était leur rêve à eux quand ils étaient jeunes et qu'ils ont pour la plupart réussi à atteindre, et qu'en fait nous on n'atteindra jamais. Et par exemple, t'as des exemples du coup sur lesquels tu t'es rendu compte qu'on vivait un Boomer Dream. Oui. Déjà, Boomer Dream, Boomer. Oh, tu parles de qui précisément en fait, les boomers, c'est qui? Ce qu'on appelle aujourd'hui les boomers, donc c'est un terme américain, c'est un peu chez nous, on appelle ça les 68ards, on va dire, donc c'est les gens qui sont nés plus ou moins jusqu'au début des années 70, qui sont aujourd'hui soit en fin de carrière, soit parfois à la retraite. C'est un peu eux aujourd'hui qui décident un peu comment notre pays avance, comment les entreprises, parce que forcément c'est là qu'on retrouve tous les dirigeants d'entreprises, qu'on retrouve les grandes fortunes de notre pays. Donc voilà, c'est eux que je vise avec ce type de Boomer Dream. Ok. Et du coup, tu penses que on est conditionné très jeune à ce Boomer Dream, à cette façon de vivre, cette façon de conceptualiser les choses Oui, tout à fait, et ça on s'en rend compte dès l'enfance, dès l'école. Après bon, bien sûr, aucun enfant, aucun étudiant ou même lycéen peut très difficilement se rendre compte qu'on est conditionné vraiment à suivre les schémas des générations précédentes. Je pense qu'il faut du recul, il faut de la maturité, il faut des mois, voire des années pour s'en rendre compte. Mais oui, on voit bien qu'aujourd'hui, l'école, elle ne prépare plus du tout les jeunes
à vivre le monde tel qu'il est. En fait, elle reproduit des schémas qu'elle avait appliqués sur les générations d'avant, qui a sans doute marché, parce que quand on regarde ce qu'on fait et où sont arrivées les générations avant nous, il y a quand même eu beaucoup de réussite. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est éduqué de la même manière dans un monde qui est beaucoup plus complexe, qui a évolué, les technologies ont énormément avancé. Si on peut simplement parler de ChatGPT, il y a beaucoup, je pense, de matières scolaires aujourd'hui qui devraient évoluer pour tout simplement s'adapter à demain des métiers qui ne vont plus exister, des nouveaux métiers qui vont exister. Et là, on est typiquement dans le boomer dream, c'est-à-dire qu'en fait, quand on doit parler à un enfant quel métier il va faire plus tard, on lui dit tu pourras être médecin, tu pourras être pompier, tu pourras être astronaute, parce que c'est des métiers qui font rêver. Typiquement, quand on arrive au lycée, qu'on doit réfléchir à quel métier on va exercer, quelles études on doit faire, il y a plein de métiers que finalement on ne connaît pas, que personne ne nous explique, tout simplement parce que c'est des métiers qui sont récents. Et là, on voit le manque de préparation tout simplement de l'éducation nationale sur ces thèmes-là. D'ailleurs, la chute, elle est quand même un peu violente. Quand tu commences à travailler, tu gagnes tes premiers salaires, ce qu'on te vend après des parcours Bac plus 5, Bac plus 8, pour nous en tout cas, et la réalité du travail où en fait les salaires sont complètement décorrélés de ce qu'on te demande, les objectifs aussi. Tout à fait. Alors ça c'est typiquement quand on rentre un peu plus dans le cœur du boomer dream, c'est je pense quand on commence à travailler, parce que on va dire que jusque là, quand on termine le lycée, on rentre dans les études, on passe ses examens, on a ses diplômes, on se prépare à exercer un métier, on nous vend le métier d'une certaine manière, on décide d'aller l'exercer, donc on va donner des CV, trouver une entreprise. Là déjà va se poser le premier problème que notre génération a chaque fois connu, c'est on veut des gens qui ont de l'expérience, alors que forcément la plupart du temps c'est quand même des postes qui s'adressent plutôt à des jeunes, mais on demande quand même à un jeune d'avoir de l'expérience, alors que forcément il vient juste de terminer ses études. Et en fait, quand on commence à travailler, on se rend compte que le métier est pas du tout tel qu'on nous l'a vendu, que souvent ce qui fait l'attrait du métier, c'est finalement une toute petite partie de ce que veut exercer la personne qui a choisi cette voie, chercher ce métier. Alors bon, il y a beaucoup de causes qui expliquent pourquoi aujourd'hui il y a tant de métiers qui sont en perte de sens, et c'est pas uniquement français, on retrouve ça dans le monde occidental de manière générale. Après c'est pas, là on parle peut-être dans des sujets un peu trop philosophiques, mais c'est vrai que pour revenir à des cas un peu plus factuels, là on va se retrouver sur des gens qui rentrent dans le marché du travail, qui vont exercer un premier métier qu'ils vont pas trouver spécialement passionnant, qui vont trouver très répétitif, où tu rentres rapidement dans des entreprises qui ont des process qui ne sont plus du tout, on va dire, à l'ordre du jour, qui sont plus adaptés au monde moderne, qui sont plus adaptés aux outils digitaux qu'on a aujourd'hui. Et en plus on va avoir une rémunération en face qui est complètement décorrélée, on va dire, du niveau d'études et donc du niveau d'effort qu'a fait une personne pour arriver à ce niveau-là. C'est complètement décorrélé de la paye qu'on lui propose quand on regarde aujourd'hui, notamment avec l'inflation, ce que coûte simplement de faire ses courses pour la semaine, de ce que coûte d'acheter un appartement ou une maison avec des taux à 4%. On est complètement désaxé de, par exemple, nos parents ou nos grands-parents qui ont commencé à travailler, s'ils ont eu la chance de faire, bon, c'est vrai, tout le monde faisait pas des études à cette époque-là, mais ceux qui faisaient des études arrivaient quand même rapidement à des postes qui étaient intéressants, avec des belles rémunérations, pouvaient derrière s'acheter une voiture très souvent neuve, pouvaient prendre un appartement, une maison assez grande, déjà envisager une vie de famille qui arrivait rapidement. C'est vrai que nous, notre génération, on doit acheter des voitures d'occasion, parce que les voitures neuves, elles coûtent quasiment entre 50 et 100 000 euros, ce qui est l'équivalent de 1 à 2 années de salaire en fonction de quelle sera votre première rémunération. Quand on regarde le prix de l'immobilier dans beaucoup de régions, notre génération, avant qu'elle puisse se payer une maison, c'est simple, si vous gagnez 2 000 euros par mois pour pouvoir acheter une jolie maison à 500, 600 000 euros, c'est juste impossible. Soit vous devez avoir un apport très conséquent, mais bon, avec un salaire de 2 000 euros, c'est difficile de se constituer juste avec de l'épargne, ou alors il va vous faire un très gros crédit que les banques vous refuseront parce que vous serez surendetté pour pouvoir payer une maison comme ça. Donc là, on est typiquement dans, on va dire, le rêve de ce qu'on vous vend de manière matérielle que vous ne pourrez jamais atteindre, tout simplement parce qu'en fait la réalité économique de la situation d'aujourd'hui est décorrélée du salaire qu'on vous propose dans ces métiers-là. Et alors toi, un petit peu dans ton métier, du coup, t'as été confronté à ça, non ? Oui, complètement. Après, vous devez vous demander quel métier j'exerce. Je suis banquier dans un groupe français. J'aurai sans doute l'occasion dans d'autres épisodes de vous donner plus de détails, parce que là aussi, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à faire ce podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets très intéressants dans la banque, beaucoup de questions que peuvent se poser les gens qui n'y travaillent pas, de savoir comment ça fonctionne. Et je pense que c'est intéressant de pousser ces sujets-là et de donner, on va dire, la connaissance de comment fonctionne le système bancaire, le système économique, comment est-ce qu'on peut avoir des crédits, quelles sont les règles.
règles, est-ce qu'il y a des croyances, est-ce qu'elles sont vraies ou non, et quels sont les points les plus importants. Donc ça sera notamment des points qu'on abordera dans d'autres épisodes. J'ai déjà plein d'idées en avance qui sont prêtes là-dessus. Mais oui, on va dire que dans mon métier, moi directement, j'ai eu la chance d'arriver à un poste qui était relativement intéressant, on va dire un poste même parfois considéré de fin de carrière pour beaucoup de gens qui travaillent dans la banque. Et en fait, j'ai été totalement en désillusion. C'est-à-dire que la partie que je pensais difficile dans ce métier, qui était vraiment le cœur du métier, a finalement été pas si difficile et en réalité je passe mes journées à remplir des tableaux Excel, à faire des process qui n'ont aucun sens, qui ont été faits par des gens qui ne savent pas comment s'exerce le métier, et en fait ça vide complètement de sens à la fois la manière intellectuelle de travailler et le résultat qu'on peut attendre de la réalisation de ce type de job. Ouais, en fait c'est un monde du travail qui se complexifie même dans plein de domaines, et avec comme on dit, des managers, des employeurs complètement décorrélés de ce qui se passe Tout à fait. Sur le terrain, et ouais, qui comprennent pas ce que les gens vivent et ne mettent pas les choses en place pour que ça se passe mieux, surtout avec les jeunes. En fait, il y a des écarts de génération où en fait, on se comprend même pas, en fait. On n'arrive pas à communiquer avec eux. Totalement, la communication est devenue vraiment difficile, parce que c'est vrai qu'on va dire que justement pour les managers ou les chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont des boomers, on se comprend plus du tout. Alors ils trouvent que notre génération on veut pas travailler, qu'on est fainéant. Ouais. En réalité, on n'est pas du tout fainéant. Je pense qu'on est aussi travailleurs, voire plus que la génération d'avant. C'est juste que justement, de manière un peu inconsciente, je pense que beaucoup de gens se rendent compte du boomer dream, c'est-à-dire qu'on rentre dans une entreprise, on te demande énormément de travailler, d'investir, de faire grandir l'entreprise, et toi tu te rends compte que finalement, c'est pas ton entreprise, t'es pas intéressé aux résultats de l'entreprise directement, tu n'es pas associé, tu n'es pas propriétaire de l'entreprise, on te demande de la faire grossir. Bon d'accord, à ce moment-là je suis salarié, quel est le salaire qu'on me propose? Si le salaire est pas à la hauteur des sacrifices et de la quantité de travail qu'on demande, forcément de l'autre côté, les gens de notre génération ont tendance à pas s'investir suffisamment. Et c'est pas une question de fainéantise, c'est juste une question de réalité. C'est que maintenant, si on veut des gens qui sont prêts à se tuer pour faire progresser une entreprise, il faut savoir y mettre le prix. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne le font pas pour tout un tas de raisons économiques, ça c'est certain, mais elles ne le font pas, donc elles ne peuvent pas attendre de l'autre côté que notre génération se donne corps et âme à des métiers qui n'ont pas suffisamment de sens. Ouais, puis c'est là aussi quand ils te disent moi à ton âge je me posais pas autant de questions. Bah ouais, mais toi à mon âge en fait tu gagnais peut-être 300 € net de moins que moi, mais la vie était pas aussi chère et elle était pas aussi compliquée, et que t'as quand même pu acheter une maison, acheter ta voiture sans galérer, quoi, tout simplement. Tout à fait. L'équilibre de vie était plus facile à leur époque. Alors ils ont du mal à se rendre compte des difficultés que finalement nous on a pour faire face à ce monde complexe et à rentrer vraiment sur ce marché du travail. Mais parfois même quand on retourne un peu en arrière et qu'on regarde dans les études, même les professeurs qu'on a pu avoir, qui sont eux-mêmes parfois des chefs d'entreprise à côté de leur enseignement, sont décorrélés. Moi je me souviens, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus choqué, mais dans ma dernière année de master, c'est tombé sur l'année du Covid, donc forcément au milieu d'année on a eu le confinement et on a peut-être raté 20% des derniers cours qu'on aurait dû avoir, et quand je dis raté, on en a fait la plupart à distance. On a quand même eu le co-directeur du master, qui était quand même quelqu'un d'assez important et finalement qui était assez vieux, donc il y avait une bonne expérience, ça faisait 30 ou 40 ans qu'il enseignait. Il nous a quand même dit que puisque on avait eu le confinement au milieu de notre dernière année, notre diplôme ne vaudrait rien et qu'on aurait du mal à trouver du travail après avoir été diplômé. Et là, forcément, déjà, nous, à l'époque, le confinement, ça avait un peu perturbé les habitudes de tout le monde. Tout le monde était déjà, on va dire, pas aussi robuste mentalement que d'habitude, notamment pour beaucoup de gens qui étaient dans ma promo. Et quand il nous a dit ça, il y en a beaucoup qui étaient au début de la dépression. Je veux dire, on avait fait 5 ans d'études, on avait énormément travaillé, on avait passé tous nos examens, on était arrivé quasiment au bout. On avait fait sans doute 95% des connaissances qu'on nous demandait dans nos études pour avoir le diplôme. On les avait, juste parce qu'on avait raté quelques cours et qu'au lieu d'avoir intervenant en présentiel, on l'avait eu à distance. Le mec est en train de nous expliquer que notre diplôme ne vaudrait rien, donc tout ce qu'on avait fait depuis 5 ans, ça ne vaudrait rien, et que les entreprises ne voudraient pas nous embaucher, ce qui était complètement faux, parce que tout simplement, on était toute une génération dans ce cas-là, et que chaque année, les entreprises sont bien obligées d'embaucher des jeunes. Donc, et on voit bien, là on est en 2023, on est 3 ans après, on voit bien que ça n'a strictement eu aucun impact. Les entreprises ont quand même embauché des jeunes, et les jeunes qui se font embaucher aujourd'hui ou en 2020 n'ont pas été plus mauvais que les jeunes qui étaient embauchés en 2018-2019. Donc là, on voit encore comment finalement quelqu'un qui avait beaucoup de recul s'est montré très alarmiste sur notre génération, sur notre sort, et au lieu de nous motiver, au lieu de nous dire accrochez-vous, donnez tout pour atteindre vos objectifs, il nous a limite dit abandonnez maintenant, de toute façon vous ne ferez rien de votre vie.
Donc c'est vrai que là encore, on peut dire qu'on est encouragé et qu'on nous donne toutes les clés pour réussir. Moi, j'ai une petite anecdote aussi, parce que au pays des boomers, l'expert comptable est roi. Premier job, ça faisait du coup une saison qu'on avait fait, et on s'était tous quand même bien donnés, c'est-à-dire qu'on était beaucoup en déplacement, les dossiers étaient sortis à l'heure, etc. Nous, je dis nous parce qu'on était plusieurs au même poste, et dans ce cas-là, on voulait demander une augmentation parce que tout simplement ça suffisait pas en fait. C'était un salaire vraiment pour les niveaux d'études et surtout le travail fourni, ça suffisait pas. Et le manager nous a quand même dit que lui, quand il est rentré, il gagnait pas autant et ça suffisait largement. Qu'on n'avait pas à se plaindre parce que lui, il avait pas eu autant 10 ans en arrière. Et moi j'étais là, mais c'est déconnecté quoi. C'est-à-dire que le coût de ta vie, elle est pas le même coût du nôtre. Bah oui, complètement. Et le retour sur investissement est clairement pas là. Donc rien qu'avec l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, gagner 300 € net il y a 15 ans, ça n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc là encore, c'est un bel exemple de, effectivement... Et de démotivation surtout, parce qu'il nous disait qu'en gros, les efforts qu'on avait fait pour cette saison-là, ça rapporterait pas plus en fait. Donc, Tout à fait. Donc en fait, on est mis directement face à la réalité du marché du travail et de la société telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on le voit autour de nous, énormément de jeunes de 20, 25, 30 ans, 35 ans parfois, sont extrêmement déprimés, ne voient finalement plus beaucoup de finalité à leur vie, parce que c'est vrai que le travail, quand on est à 35-40 heures par semaine, ça occupe une grande partie de la semaine, ça occupe 5 voire parfois 6 jours, c'est beaucoup de sacrifices sur sa vie personnelle, et on va dire c'est un peu comme ça que fonctionne la société. Les gens travaillent en échange d'une rémunération qui leur permet d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'avoir des vacances, et on est tellement décorrélé, on a tellement plus les avantages financiers, personnels qu'on aurait pu avoir par rapport à la difficulté du métier et le manque d'intérêt intellectuel que souvent ces métiers-là proposent, que notamment là on parle beaucoup pour les salariés du tertiaire, mais c'est vrai qu'on n'a plus aucun sens, et moi je l'ai même vu autour de moi, c'est que parfois des jeunes qui avaient fait des brillantes études en commerce, en finance, finalement sont repartis faire un métier manuel, tout simplement parce qu'au moins dans un métier manuel ils avaient une notion de sens, quand ils font quelque chose de leurs mains, qu'ils commencent à le faire le matin, le soir c'est parfois fini, ils ont vu en direct ce qu'ils avaient réussi à créer. Je veux dire, intellectuellement, faire quelque chose de ses mains, c'est parfois plus nourrissant que nous ce qu'on fait, de remplir des tableaux Excel toute la journée où on voit jamais la finalité, et que parfois même on se rend compte qu'on fait tout ça pour rien. Ouais, poussé à l'extrême, en fait, ça peut amener au pétage de plomb complet. Tout à fait. Et au burn-out. Et moi, je suis. C'est parfois. Parce que le burn-out, si on se remet encore quelques années en arrière, c'était quelque chose qu'on voyait plutôt chez les gens de 50, 55 ans, qui avaient énormément travaillé, qui commençaient à prendre un petit coup de vieux, qui travaillaient trop, qui se donnaient trop dans leur métier, parce que ça arrive pas que pour les salariés. Parfois, les gens qui sont à leur compte ou même les patrons peuvent faire un burn-out. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voyait pas spécialement chez les jeunes. Et là, parfois, on voit des gens qui ont commencé à travailler à 6 mois, et au bout de 6 mois, ils sont en burn-out. Ouais. Et c'est pas que ces gens-là sont pas suffisamment robustes ou qu'ils sont pas suffisamment préparés. C'est tout ça. La désillusion, elle est violente. Exactement, c'est que la désillusion est violente, et qu'en fait, tout simplement, ils n'ont plus les clés pour aller plus loin. Ils se sont trop donnés, ça a parfois été trop dur, et finalement, ils perdent la motivation. Je pense que le burn-out, certes, il y a une question de fatigue et de quantité de travail, mais avant tout une question de motivation et une question d'envie. Tout à fait, ouais. Et du coup, quand on prend un peu conscience de tout ça, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Ben là, c'est là où rentrent aussi d'autres raisons profondes qui ont fait qu'on décide de lancer ce podcast. C'était que très tôt, j'ai eu un petit peu cette idée de me demander finalement est-ce que ça avait du sens de travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans pour avoir une retraite, et que finalement ça donnerait peut-être une vie un peu monotone. J'ai commencé à me poser ces questions assez tôt. Finalement, j'étais encore dans les études, j'étais en 3e année, et j'ai forcément fait un peu comme beaucoup de jeunes de notre âge, tapé plus ou moins dépendance financière sur internet, et on est tombé sur tout un tas de sujets, et forcément je me suis formé à l'immobilier, je me suis formé à la finance, aux crypto-monnaies, beaucoup à l'état d'esprit, aussi au mindset qui est extrêmement important, et petit à petit ça a fait bouger les lignes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période où c'est très courant sur internet de proposer des services, devenir rentier en 1 an, acheter votre premier bien en 14 jours, etc. La réalité c'est que quand on prend conscience de ça, ça prend du temps, ça prend des mois, voire des années, et c'est petit à petit que son esprit se bouge, que les lignes qu'on avait préconçues parfois depuis l'enfance se cassent, et qu'on finit par évoluer. Il faut énormément de temps. Donc
on a eu la chance avec Marie de l'avoir dès nos études, de commencer à se poser cette question-là et de, en parallèle, commencer à faire nos investissements. Mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas du tout conscience du Boomer Dream. Et d'ailleurs, quand on a fait nos premiers investissements, c'était pas du tout dans une idée de quitter son job ou de devenir libre financièrement. C'était surtout dans une idée plutôt un peu simplement mathématique, de se dire, bon ben, avoir uniquement une seule source de revenus, son salaire qui dépend d'un employeur, c'est quand même un certain risque parce que forcément l'employeur a un certain poids. Et d'ailleurs moi je le vois tous les jours sur des collègues qui sont beaucoup plus âgés, qui ont parfois une maison, leur épouse, des enfants, une voiture, qui acceptent des conditions de travail qui sont parfois difficiles, dont ils peuvent parfois être en situation de souffrance, mais ils se disent qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est leur unique source de revenus, c'est leur travail. Donc on a commencé à se poser cette question-là, essayer de trouver d'autres solutions, de faire des investissements à côté, mais c'était surtout pour avoir une certaine indépendance vis-à-vis de l'employeur et de se dire bon, on n'a pas qu'une source de revenus, on a la chance d'être jeune, de pas encore avoir de maison, de pas encore avoir d'enfants. Si pour X ou Y raison, un jour il faut quitter son job pour en retrouver un autre, on traversera la période de transition assez facilement. Et en plus, c'est poser la question de se dire, on vit quand même dans une région où le prix des maisons est extrêmement cher et on voulait une maison parce que là encore, c'est un peu ce que nous a inculqué le Boomer Dream, c'est de travailler dur pour pouvoir s'offrir une maison à sa famille. On s'est rendu compte que si on voulait payer une maison, c'était pas uniquement avec nos salaires qu'on allait pouvoir avoir qu'on allait réussir à acheter cette maison. Donc les investissements venaient aussi en complément de revenus, d'arriver à augmenter notre rémunération et de à terme pouvoir acheter cette maison-là. En fait, on a fait le deuil d'une facilité, je dirais, ou d'une manière de construire sa vie. Et c'est-à-dire, j'entends trouver un CDI, se marier, acheter la maison, faire les enfants et vivre comme ça jusqu'à la retraite. On a fait le deuil de tout ça et on s'est dit qu'il y avait d'autres manières de fonctionner, encore plus dans ce monde où c'est compliqué visiblement faire un travail... De gagner sa vie correctement, voilà, et d'avoir des hobbies à côté. Et on s'est posé en fait cette question qui est la réalité du monde du travail aujourd'hui, c'est que le travail, quand tu es salarié, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Bon, si finalement le temps que tu donnes, tu as un retour, on va dire, sur ton investissement en temps qui est à la hauteur de tes aspirations financières, forcément tu es bien et tu considères que tu es bien payé. Maintenant, si c'est pas le cas, tu peux avoir cette sensation de te sentir pas assez payé justement pour le niveau de travail et d'investissement que tu fais. Et c'est là que tu te rends compte qu'on vit quand même dans une société où l'argent est omniprésent. Beaucoup de gens, quasiment je pense 100% des gens qu'on connaisse veulent de l'argent, veulent souvent plus d'argent. La réalité, c'est que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Alors oui, cette phrase, vous avez sans doute dû, si vous êtes déjà écouté quelques podcasts ou quelques vidéos sur l'indépendance financière, le fait que l'argent n'est qu'un moyen, vous l'avez déjà entendu, mais c'est la stricte vérité. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup d'argent ne change pas ce que vous êtes, ne fait pas de vous quelqu'un d'autre. Si vous étiez sympa et intelligent avant d'avoir de l'argent, quand vous en aurez plus, vous serez toujours sympa et intelligent. À l'inverse, si vous étiez con et méchant avant d'avoir de l'argent et que vous en avez, vous resterez très certainement con et méchant. C'est simplement un moyen de pouvoir faire autre chose, d'aller chercher cet épanouissement que vous recherchez dans votre vie. C'est juste un moyen qui permet d'y accéder plus facilement. Et si le travail dans lequel vous êtes ne vous permet pas d'avoir suffisamment de revenus financiers qui vous permettent d'acheter on va dire les passions, les biens matériels qui vous permettent d'avoir votre épanouissement, forcément vous êtes dans la recherche de autre chose. Vous pouvez aussi avoir ce qui est notre cas, c'est-à-dire que le métier dans lequel vous exercez ne vous apporte pas suffisamment d'épanouissement et à un moment donné vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc là beaucoup peuvent partir dans l'entrepreneuriat. Effectivement, créer un business c'est une excellente source, mais créer un business c'est pas pour tout le monde. Il y a quand même parfois plus facilement, surtout qu'on peut faire à côté de son métier, c'est avant tout investir. Et c'est là où on a commencé à se rendre compte que dans l'investissement, l'argent que vous allez gagner est décorrélé du temps que vous allez y passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où vous allez mettre en place un asset, donc un investissement, vous allez travailler une première fois pour le mettre en place, et une fois qu'il sera mis en place, vous gagnerez de l'argent dans toute sa durée, donc plus ou moins en fonction de la qualité de votre investissement, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est pas comme un travail où vous devriez consacrer 35 heures par semaine pour une rémunération qui sera fixe à l'avance. Je pense qu'aussi, avec les investissements, il y a une sérénité qui s'installe. Tout à fait, il y a vraiment une sérénité qui peut s'installer parce que finalement quand vous commencez à lâcher prise après par rapport au travail. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parfois être stressés, d'ailleurs on le voit, souvent on sous-estime l'impact que les parents peuvent avoir sur nous, c'est-à-dire que combien de fois, j'imagine, tu as peut-être décidé de quitter ton job, de changer de job, de partir sur autre chose et tes parents t'ont dit mais t'es sûr, dans ton job t'es quand même bien payé, t'as des avantages, tu devrais y réfléchir avant de partir, etc. Il a essayé un petit peu de vous mettre ses propres peurs que
lui avait à son époque. Effectivement, si c'est votre seule source de revenus et qu'en plus vous démissionnez, vous n'avez peut-être même pas droit au chômage, ça peut vous mettre dans une situation financière difficile, surtout si vous n'avez pas d'épargne à côté. Maintenant, à partir du moment où vous avez des investissements, vous avez d'autres sources de revenus, vous avez parfois aussi ce qu'on appelle tout simplement un side business, donc c'est-à-dire une petite entreprise que vous avez à côté de votre job salarié qui vous apporte déjà des revenus, vous partez déjà de manière plus sereine. Vous avez d'autres sources de revenus et vous savez que vous ne vous retrouverez pas à la rue la semaine prochaine, ce qui dans nos sociétés est un peu, on va dire, le malheur ultime qui peut arriver à quelqu'un, c'est qu'il se retrouve à la rue. Ça arrive extrêmement rarement, mais c'est toujours... combien de fois vous avez dû l'entendre que si vous vous trompez, que si vous travaillez pas assez, que si vous faites pas d'études, vous allez vous retrouver à la rue. Ça, c'est un peu la peur qu'on vous met dès l'enfance dans la tête, que si vous travaillez pas assez, vous allez finir pauvre et sans argent. Alors qu'au final, si vous commencez à investir jeune, vous aurez des revenus à côté et vous n'aurez jamais cette échéance sociale ultime que la société vous renvoie de finalement finir à la rue. Il y a également un autre point qui se développe quand vous commencez à investir à côté de votre métier, c'est que forcément vous vous ouvrez à autre chose. Vous allez souvent casser beaucoup d'idées reçues. Par exemple, un exemple tout bête, il suffit de voir les conversations que vous avez à la machine à café le matin. Si vous abordez des thèmes tels que crypto-monnaie ou immobilier à la machine à café, il y a fort à parier qu'on vous dise que les crypto-monnaies c'est uniquement des arnaques et que vous allez perdre de l'argent, et que l'immobilier c'est extrêmement difficile parce qu'il fallait acheter dans les années 90 quand c'était pas cher, qu'aujourd'hui en plus les taux d'intérêt sont montés, que les locataires dégradent et ils ne payent pas, et que dans tous les cas vous n'arriverez jamais à rien dans l'immobilier. C'est plus ou moins un consensus qui va s'établir. Alors si maintenant vous êtes peut-être déjà renseigné sur ce sujet, si tu t'es peut-être déjà renseigné sur ce sujet et que tu as justement eu des informations, que tu t'es rendu compte que tout ça est faux et que tu as cassé un peu les codes à ton niveau là-dessus, tu te rends compte que ce consensus est faux. Mais pourtant, à la machine à café, même s'il y a parfois d'autres personnes qui vont avoir un avis différent, on va dire le consensus classique de la société va faire loi, et si tu veux t'opposer à ça, tu vas forcément rentrer dans la confrontation, une discussion argumentée, et c'est vrai qu'à 8h le matin, quand tu veux juste boire ton café en arrivant au taf, c'est peut-être pas ce dont tu as envie. Donc finalement, s'ouvrir à l'indépendance financière, c'est aussi prendre un nouveau chemin. Prendre un chemin, il y a le chemin classique qu'emprunte tout le monde quand ils avancent dans la vie, c'est de comment faire des études, commencer à travailler, acheter une voiture, acheter une maison, et là il y a un autre chemin qui est plus difficile, il y a de la broussaille, il est en pente, il y a énormément de dénivelé, il a l'air difficile, il n'y a pas grand monde dessus, et finalement on ne sait pas exactement ce qui mène, ça tombe, c'est un cul-de-sac et il faudra faire demi-tour au bout. En tout cas c'est ce que les personnes que vous allez interroger autour de vous vont sans doute vous dire. Et en fait, si vous accrochez, si vous continuez à avancer sur ce chemin, qui est assez long, ça prend des mois, des années, à un moment donné, vous vous retournez, vous regardez le chemin parcouru, et vous regardez à quelle distance vous vous situez du chemin classique que vous auriez pris si vous aviez suivi la masse, ou en tout cas ce que la société vous propose. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un grand delta et qu'il y a une grande différence qui s'établit, que ce soit dans la manière dont vous voyez les choses. Il y a énormément de sujets sur lesquels vous allez être plus nuancé, vous allez avoir d'autres idées, d'autres avis, et finalement vous allez voir qu'autour de vous, il y a peut-être peu de gens qui partagent cet avis-là, tout le monde se raccroche plus ou moins au consensus de la société sur ce sujet-là, et vous pouvez vous sentir un peu seul. C'est aussi une de ces idées du podcast, c'est-à-dire d'amener, encore particulièrement pour notre génération, les 25-35 ans, essayer d'amener des nouvelles idées et de faire progresser tous ensemble sur ce chemin de la liberté financière, et de bien comprendre que en réalité, quand vous allez sur ce chemin, vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes à qui vous allez pouvoir partager ce que maintenant vous savez, de voir les choses différemment, et de mettre un peu fin à cette isolation sociale entre guillemets. Alors bien sûr vous allez toujours continuer à voir vos amis, à voir les gens avec qui vous travaillez, les gens à la salle de sport, mais il va quand même beaucoup de sujets que soit vous allez éviter, soit quand vous allez les aborder, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout à fait dans ce que vous pensez, et que c'est parfois difficile quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit simplement que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque et qui veut pas vraiment rentrer dans le débat. Finalement, si pour vous c'est quelque chose qui est important, vous allez vous dire c'est un peu compliqué d'avoir des centres d'intérêt, ou en tout cas d'aborder ce sujet-là. Donc c'est un peu l'objet de ce podcast aussi, c'est d'apporter une bouffée d'air frais, d'apporter des idées et des propositions intéressantes là-dessus, et de faire grandir une communauté autour de cette idée-là qui est finalement assez peu répandue dans notre génération. C'est surtout que tu parles en connaissance de cause du coup.
Tout à fait, parce que c'est vrai que nous, on a découvert ça du coup en 2017. En 2017, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Je voyais bien qu'autour de moi, j'avais personne qui avait jamais entendu parler d'investissement immobilier ou de crypto-monnaie, ou si ce n'est les consensus sociaux qui étaient déjà ancrés à l'époque. Ça a pris beaucoup de temps. Forcément, il a fallu trouver des informations, lire des livres, faire des formations, regarder des vidéos pour apprendre. Maintenant, forcément, les années sont passées, les mois sont passés. On a beaucoup de gens dans notre entourage qui ont évolué. C'est aussi, comme on dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, et cette règle est réellement vraie, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui vous ressemblent autour de vous, vous vous sentirez mieux, et si vous avez des gens qui vous portent plus loin autour de vous, vous irez plus loin avec eux, c'est extrêmement vrai. Donc du coup, pour toi, le but du podcast, c'est d'aider les gens de notre génération, c'est-à-dire, nous on a 25 ans, mais c'est-à-dire les 25 ans, 20, 30 ans, je dirais. Oui, jusqu'à 35 ans, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de podcasts qui existent, mais qui s'adressent quand même à des gens qui sont plus âgés que nous. Vous avez beaucoup de quarantenaires, finalement, qui se posent ces questions d'investir, qui se lancent dans de l'immobilier, dans de la bourse, dans des crypto-monnaies. Le problème, c'est que j'ai déjà remarqué, j'écoute beaucoup de ces podcasts-là, et il y a un certain décalage qui peut s'installer sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de manières, beaucoup d'éléments que nous on voit différemment, de situations où on va pas avoir le même avis, et je pense que c'est important d'apporter un peu de différenciation là-dessus et d'apporter une autre vision. Également par le fait qu'on a réalisé des investissements maintenant déjà depuis 6 ans, et qu'en plus on a cette double casquette, moi-même qui suis banquier privé et Marie qui est expert comptable. On a énormément de sujets où on a une vraie expertise et où on peut vraiment apporter des nouvelles choses qui n'existent pas encore, parce que parfois certains podcasteurs peuvent être très bons dans certains domaines et moins dans d'autres. On pense qu'on a également des choses à vous apporter, à vous apprendre là-dessus, et des conseils à vous donner, et finalement vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui dans notre société, c'est le niveau de connaissance que vous avez. Plus vous aurez de connaissances, plus vous saurez comment fonctionnent les investissements, comment fonctionnent des règles financières ou des règles juridiques importantes, mieux vous serez armé finalement à faire les bons choix et à avancer. C'est ça, parce qu'en plus, ça fait 5 ans qu'on fait ça maintenant. On a quand même acquis pas mal d'expérience, on s'est quand même pas mal cassé les dents aussi, et au final, c'est faisable. Si c'était à refaire, on le referait x 10 000. Exactement. Si c'était à refaire, ce qu'on dit toujours, on commencerait même plus tôt. Ouais. On a commencé à 20 ans, c'est vrai, mais on commencerait sans doute plus tôt, parce que on regrette à aucun moment ce qu'on a fait, et on est très heureux de l'avoir fait. C'est finalement nous ce qui nous apporte de l'épanouissement aujourd'hui dans notre vie. C'est absolument pas notre métier, c'est les investissements et les choix qu'on a fait à côté. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette série. Donc ça sera un épisode chaque semaine, probablement publié le week-end. Ça, on verra en fonction de si on arrive à tenir le rythme avec nos investissements et notre métier à côté. Et j'ai déjà préparé une série qui va être très intéressante, qui va justement s'appeler, le nom du podcast, Quitte le Boomer Dream. Et en fait, cette série, elle va détailler comment aujourd'hui un jeune de 20, 25, 30 ans, étape par étape, peut faire pour sortir du Boomer Dream. Alors le Boomer Dream, c'est aussi un autre nom américain, c'est la Rat Race finalement, mais nous on l'appelle le Boomer Dream, c'est on va dire la version française avec toutes les différences qu'il y a par rapport aux États-Unis. Et donc ça sera l'objet du prochain épisode, qui sera donc l'épisode 1 de cette série Quitte le Boomer Dream, que j'aurai l'occasion de vous présenter la semaine prochaine. On a plein d'autres sujets qu'on abordera dans d'autres épisodes, comme l'investissement immobilier, l'investissement financier, le mindset. On a très hâte de vous les présenter. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou un like sur YouTube, ça nous aidera et je vous en remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!